comme vous le voyez, je m'appelle Marc Dean. Je travaille à l'INRA depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, je travaille essentiellement sur les bactéries. Et là, on est en train on va dire, d'étendre ce qui a été fait et ce que je vais vous présenter maintenant aux organismes supérieurs, donc les plantes, les animaux. Donc la présentation s'appelle prédiction d'allocation de ressources. Et donc la méthode qui est utilisée s'appelle RBA pour Resource Balance Analysis. Et on va l'appliquer ça sur Bacillus subtilis. Donc Bacillus subtilis est une bactérie, le nom d'une petite bactérie. Et là, vous avez le titre en français et tout le reste de la présentation, ça sera écrit en anglais, mais je parlerai en français. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on va s'en sortir. Je pense qu'on devrait s'en sortir. Ok, donc, c'est quoi les bases de l'allocation des ressources? Qu'est-ce qu'on entend par là? Finalement, quand vous regardez des animaux ou des plantes, donc les fameux organismes supérieurs, par exemple, les plantes, c'est quoi? C'est des racines, un tronc, et puis des feuilles, quoi, en gros, pour être très 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 schématique. Et finalement, cette plante-là, elle est dans le sol et elle a les ressources qui ont au niveau du sol. Et ces ressources qu'elle intègre via ses racines, il faut bien qu'elle les répartisse. Donc on sent bien que finalement, si elle met tout dans les feuilles, au bout d'un moment, elle n'aura plus assez de racines pour nourrir ses feuilles. Et inversement, si elle met tout dans les racines, finalement, ça ne lui sert pas à grand-chose parce qu'elle a besoin des feuilles pour faire la photosynthèse. Et donc ça veut dire que finalement, cette ressource-là, elle est essentielle et il faut qu'elle la partage donc, entre ces différents organismes. Donc, et ça, c'est vrai aussi pour les animaux. Si effectivement vous mettez tout, je sais pas moi, dans le rein et que vous mettez rien dans la lactation, je pense que la pauvre vache, elle va pas pouvoir allaiter vraiment bien son veau. Merci. Et donc la question qui se pose finalement, c'est est-ce que cette allocation de ressources là, cette contrainte finalement qui a finalement une certaine quantité de ressources à disposition, est-ce qu'elle est vraie aussi au niveau cellulaire? Donc c'est la question qu'on se pose, et si je vous la pose et que je fais une présentation dessus, c'est que la réponse est bien évidemment oui. Pour le coup, ça c'est un extrait d'un article donc, de Marc qui a été écrit en 91. Et pour vous expliquer ces deux figures-là, j'ai besoin de vous expliquer ce que c'est que le taux de croissance. Donc la valeur du mu qui est là, donc en anglais growth rate. Et finalement, si vous mettez une population de bactéries dans un milieu où elle peut pousser, ce qu'on observe, c'est vraiment une observation, c'est que finalement le volume que prend la population de bactéries, en fait, c'est très très bien décrit par une loi de type exponentiel. Donc c'est-à-dire que le volume, en fonction du temps de la population de bactéries, s'écrit comme le volume au temps initial où vous avez mis, multiplié par l'exponentielle de mu fois t, pardon. Et donc mu, c'est ce qu'on appelle le taux de croissance. Donc, et comme vous savez, une exponentielle, ça croît très 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 vite. Voilà. Et donc ça, pour le coup, sur ces deux figures-là, vous avez donc en abscisse le fameux taux de croissance. Donc plus c'est grand, plus ça croît vite. Et en ordonnée, vous avez alors soit les ribosomes, donc ça c'est un type de ressource particulière qu'a la bactérie, et soit le non-ribosome. Donc en fait là, c'est une répartition assez grossière des ressources, donc une partie qui s'appelle ribosome et l'autre grande catégorie, donc les non-ribosomaux. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, plus la bactérie croît à une vitesse élevée, et finalement, plus elle met des ressources dans la partie ribosomale, et moins elle en met dans la partie non ribosomale. Donc ça, c'est ce qu'avait écrit Marr dans les années 91. Et c'est un sujet de recherche qui en fait a pris beaucoup d'ampleur à la fin des années 2000. Donc là, c'est juste un extrait de certains de ces articles. Et en fait, dans le laboratoire où je travaille, et en particulier dans l'équipe, ils ont donc développé en 2009 donc les RBA. Et
En particulier le fait que la méthode est à la fois convexe, donc je vais revenir plus tard pourquoi c'est important d'être convexe, et au niveau génome. Donc c'est-à-dire qu'on peut en fait prendre en compte tout le génome de la bactérie. Donc, qu'est-ce qu'une bactérie quand même? Donc une bactérie c'est un prokaryote et c'est un être unicellulaire donc, qui est entouré d'une membrane. Donc la membrane elle est là. Entouré d'une membrane, et la membrane, c'est ce qui définit vraiment l'intérieur de l'extérieur de la bactérie. Vous avez à côté de la membrane donc, la paroi, ce qu'on appelle la paroi cellulaire, donc le cell wall, qui en fait permet de maintenir la forme de la bactérie. Et tout ce qui est à l'intérieur de la bactérie, on appelle ça le cytoplasme. Le milieu intérieur, c'est le cytoplasme, et dans le cytoplasme, donc dans le milieu intérieur de la bactérie, vous avez donc le chromosome, enfin l'ADN de la bactérie. Donc ce qui distingue effectivement les prokaryotes des eucaryotes, c'est que les prokaryotes n'ont pas de noyau cellulaire. Donc en fait leur ADN nage un petit peu dans le milieu interne. Et ici vous avez donc des petits points pour dire qu'il y a des ribosomes un peu partout, donc ce dont on vient de parler. Alors je ne vais pas parler des plasmides, il y a aussi, mais je ne vais pas parler de ça. Et vous avez aussi des organelles un peu à l'extérieur de la bactérie. Là, en l'occurrence, ils ont mis des flagelles, et donc les flagelles, c'est ce qui permet à la bactérie de bouger, en fait. Enfin, c'est une façon pour la bactérie de bouger. Donc, c'est des effets de rotor, en fait. Voilà. Et donc, de façon encore plus schématique, mais un peu plus détaillée, par contre, la bactérie. Donc, ici, en marron, là, ce qui fait le tour, c'est, pour le coup, c'est la partie membranaire. Donc vous avez le milieu extérieur qui est là. Et en fait, dans la bactérie, on peut découper en fait la bactérie en deux grands, on va dire sous-systèmes, deux grands modules, qui est donc d'une part le réseau métabolique ici, qui est représenté en vert, c'est qui est ça? représenté en vert, voilà, pardon. Et d'autre part, tout ce qui est nécessaire, donc qui est représenté en le truc au milieu, donc en bleu clair, la partie en fait tout ce qui est production de protéines notamment. Et vous avez à partir de toutes ces productions en fait tous les composants de la bactérie qui est là, et donc que ce soit donc les protéines, l'ADN ou enfin tout ce qui est nécessaire à créer la membrane et la paroi. Et finalement ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quand même un truc assez intéressant, c'est qu'il y a une espèce de feedback, de rétroaction, finalement où la bactérie, elle produit des protéines, sauf que comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle répartisse convenablement ces protéines, puisqu'en fait le but d'une bactérie, un peu quand même dans sa vie, c'est elle veut croître toujours le plus vite possible, pour niquer ses petites copines, en gros, c'est ça l'idée. Et par contre, elle a quand même des ressources limitées, donc elle a des contraintes. Donc elle a ces contraintes de ressources là, mais elle a d'autres contraintes. Nous on va parler essentiellement des contraintes de type ressources. Et donc finalement, quand on dit ça, on dit qu'on veut maximiser quelque chose sous certaines contraintes. Donc je vais vous revenir un peu plus tard, mais ça fait beaucoup penser au niveau mathématique à ce qu'on appelle l'optimisation. En tout cas, dans un premier temps, c'est quelque chose qui a déjà été utilisé, qui est utilisé depuis un certain temps. Et on va vouloir modéliser la bactérie pour justement savoir comment elle répartit ses ressources. Donc l'une des premières modélisations qui a été faite, c'est les modélisations qu'on appelle les modélisations sous contrainte. Et finalement, l'une des premières donc, qui a été faite, qui s'appelle la Flux Balance Analysis, en fait ne s'occupe que du réseau métabolique. Donc on a oublié tout ce qui était production de protéines, il n'y a que le réseau métabolique, au final. Et finalement, qu'est-ce qu'on dit dans ce réseau métabolique? Qu'est-ce que c'est déjà? C'est en fait un ensemble de réactions chimiques. Donc là, ce que vous avez représenté, l'espèce de cercle qui est là, c'est une partie du réseau métabolique. Donc il faut imaginer qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus à côté. Et donc ce sont des réactions chimiques qui finalement se produisent dans le cytoplasme, enfin, à l'intérieur de la bactérie. Ici, vous avez ce qu'on appelle le TCA ou le cycle de Krebs. Et toutes ces réactions que vous voyez là, par exemple le 1 que vous voyez là, en fait, ça prend finalement de l'acétyl-CoA avec, alors je déteste ce mot, oxaloacétate. Voilà.
ça prend aussi de l'eau, et pour en fait produire du coenzyme A avec du citrate. Donc c'est ça la réaction faite par les substrats, pardon, les substrats et les produits de la réaction. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces réactions-là sont des catalysées par des enzymes. Donc pour l'instant, je vous mentionne ça, mais on va y revenir plus tard. Pour l'instant, ce qui va nous intéresser finalement, c'est ici, chacune de ces enzymes, de ces réactions, pardon, à chacune de ces réactions, on va associer ce qu'on appelle un flux. Donc c'est la vitesse à laquelle la réaction se produit. Donc ça veut dire que c'est aussi la vitesse à laquelle on va produire les composés chimiques, qui sont donc le coenzyme A ici et le citrate, si on parle de la première réaction. Donc on s'empêche de noter ça nu1. Et de la même façon, la réaction 2A qui est là, on lui a aussi une vitesse de réaction. Et donc pour le coup, là, la même chose finalement, c'est la vitesse à laquelle on produit donc ici du 6, j'oublie tout le temps, aconitate. Par contre, c'est aussi la vitesse à laquelle vous allez consommer du citrate. D'accord ? Et une des contraintes qu'on va mettre finalement dans la modélisation de la bactérie, c'est finalement, en fait, tout ce qu'elle doit produire, il faut qu'elle l'ait aussi utilisé. Parce que sinon, soit vous produisez plus que vous n'utilisez, à ce moment-là, ça s'accumule à l'intérieur de la bactérie. Donc au bout d'un moment, elle va tout simplement exploser. Et à l'inverse, si vous consommez plus que ce que vous produisez, finalement, à un moment donné, il n'y a plus rien. D'accord ? Et donc, donc la bactérie n'a pas de système de stockage. Pas vraiment, alors, elle en fait. a très peu de tampons de stockage. Donc elle a un petit peu, hein, évidemment. Et là, en fait, ce qu'on modélise, c'est la partie steady state, donc une espèce de régime permanent. Donc en fait, en régime permanent, tout ce qu'elle produit, il faut qu'elle l'ait mangé quelque part. Voilà. Et donc, si on regarde effectivement le composé citrate, là, qui est entre la réaction 1 et la réaction 2A, finalement, ce qu'on dit, c'est que finalement, ça doit produire à la même vitesse que ça consomme. Donc nu1 moins nu2a égale à 0. Et c'est tout ce qu'on dit quand on écrit ça. Et pour le coup, vous avez la même chose pour toutes les réactions du métabolisme. Donc là, j'ai écrit une deuxième, mais vous en avez tout plein d'autres. Et donc, ce qu'on fait au niveau mathématique, c'est qu'on va s'empêcher de noter en fait un vecteur de flux. Donc un vecteur de flux, là, qui est donc juste la composition, qui est juste le nu1, le nu2a, le nu2b et tous les autres nus que vous avez mis en colonne. Donc en fait, le nu qui est là est représenté au niveau ici par la barre verticale bleue qui est là. De la même façon, on va noter ce qu'on appelle la matrice de stoichiométrie, qui n'est rien d'autre en réalité que, ici, dans ce cadre-là, le 1, le moins 1 qui est là, ici pareil le 1 et le moins 1 qui est là, mis de façon judicieuse dans ce tableau finalement, S, qui permet en fait d'écrire, au lieu de manipuler donc 500 000 équations comme ça, vous allez juste noter pour le coup S nu égale à 0. Donc c'est une notation intéressante parce qu'elle a des propriétés, mais ce n'est qu'une notation. Donc là, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que finalement le nu qui est là, il y a beaucoup de composants, il y en a beaucoup, donc 500, 600. Et finalement, le 0 qui est là aussi, il y en a beaucoup aussi. Il y en a 400, 500, des choses comme ça. Donc ça veut juste dire que tout ce que vous produisez, vous le consommez. Donc ça, c'est la conservation d'une masse à l'équilibre, finalement. Et donc, le flux balance analysis, c'est quoi? C'est de dire que finalement, la bactérie, donc, elle veut maximiser son taux de croissance qui est représenté juste par une formule C transpose nu, mais en gros, c'est ça que ça dit, sous la contrainte que finalement, tout ce qu'elle produit, elle l'a consommé. Alors, plus des contraintes supplémentaires, en fait, ce sont des bornes sur les flux. Alors, ces bornes sur les flux, finalement, on va y revenir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à voir ici, c'est que finalement, ça, c'est un type de problème d'optimisation au niveau mathématique un peu particulier qu'on appelle un problème linéaire, enfin LP, donc pour linéaire programming. Et finalement, on va faire un petit détour mathématique maintenant. Qu'est-ce qu'un problème d'optimisation? Donc là, j'ai réécrit le problème qu'on vient de voir.
Mais de façon plus générale, en fait, ça s'écrit comme ça, un problème d'optimisation. Donc c'est maximiser f de x, sujet à g de x inférieur ou égal à 0, et sujet à h de x égale 0. D'accord? Dans ce problème-là, quand on dit ça, on dit que x, c'est la variable de décision. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure, x c'est un vecteur, donc il faut bien comprendre qu'il y en a tout plein. Et en fait, c'est sur ça qu'on a le droit de jouer. D'accord? Donc on peut choisir la valeur de x, entre guillemets, qu'on veut. Et c'est la seule chose qu'on a le droit de choisir. Donc f de x est une fonction, et donc en fait, pour le coup, c'est ce qu'on appelle soit la fonction objectif, soit la fonction coût. Et le g de x inférieur ou égal à 0 et le h de x égal à 0 qui sont là, c'est ce qu'on appelle les contraintes. En sachant que le g de x inférieur ou égal à 0, c'est les contraintes inégalité, et que le h de x est égal à 0, c'est les contraintes égalité. Donc on voit que effectivement le problème qui est là, si on identifie le nu au x, le f de x au c de transpose x qui est là, etc., on voit que ça, c'est un problème particulier de ça. Pour le coup, une valeur, oui, alors j'ai besoin de définir aussi ce qu'est une valeur faisable de x, c'est que finalement la valeur que vous avez, elle vérifie bien le g de x inférieur ou égal à 0 et le h de x égal à 0. Et x, on appelle x est une solution si en fait elle est déjà faisable et qu'en plus on n'en a pas d'autres qui soient meilleures. En gros, c'est ça. Donc c'est bien la notion habituelle, enfin en tout cas intuitive, qu'on aurait d'un problème d'optimisation. Voilà. Et enfin, l'optimisation convexe, qu'est-ce que c'est? Donc dans le cadre d'un problème de maximisation, en fait, l'optimisation convexe, ça consiste à dire que votre fonction objectif f, elle est concave. D'accord? Que le g, il est convexe, et que le h, il est affine. Donc, bon. Ce qui est important ici de retenir surtout, c'est que si votre optimisation est convexe, alors c'est facile, avec tous les guillemets qui vaut, mais en tout cas ça a des bonnes propriétés pour que ce soit facile entre guillemets à résoudre. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et là, ce qu'il faut voir ici, c'est que ce problème-là, c'est un cas particulier des problèmes convexes, qui est donc un problème linéaire. Et donc les problèmes linéaires, c'est le plus facile. Voilà. Oui. Donc tu es en train de nous dire que c'est faisable. Ça veut dire qu'on sait le résoudre. Et qu'on sait le résoudre même au niveau génome entier, en fait. D'accord ? En tout cas sur les bactéries. Hein. Je ne dirais pas ça sur le corps humain, parce qu'on a quand même beaucoup de cellules, donc si on voulait faire ça sur toutes les cellules du corps humain, je ne suis pas sûr, mais en tout cas sur une bactérie, ça marche. Voilà. Ah oui, donc, et pour le coup, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, rien ne nous empêche, donc vous avez deux contraintes qui sont là, le S nu égale 0 et puis les bornes sur les flux. En fait, rien ne nous empêche d'en mettre d'autres, en réalité. On en met autant qu'on veut. Par contre, on a envie que finalement, ça reste le problème global avec ces nouvelles ajouts que vous allez mettre, reste convexe, parce que sinon, ça ne sera pas facile à résoudre, et bon, peut-être pas forcément en faire grand-chose. Donc l'idée, c'est ça. Donc là, je suis en train de vous présenter la méthode RBA comme une extension de la méthode FBA qui est là, même si, effectivement, elle n'a pas été conçue de cette façon-là. Je pense que c'est le plus simple pour comprendre. Donc finalement, si on reprend notre schéma de bactéries, les FBA, en fait, ne concernaient que le réseau métabolique, et dans les RBA, on va rajouter d'autres contraintes. Donc 3 de façon principale, donc C1, C2, C3, jusque-là tout va bien. On va commencer par la C3, c'est la plus facile à comprendre, c'est finalement une capacité, une certaine densité. C'est-à-dire que finalement, vous avez dans votre bactérie un volume, et si vous mettez trop de choses, il y aura trop de pression à l'intérieur, et la bactérie finit par exploser aussi. Et donc c'est à la fois... et vous avez aussi la contrainte de densité au niveau de la membrane, c'est-à-dire qu'au niveau de la membrane, vous avez besoin de faire du transport entre l'extérieur et l'intérieur de la bactérie, donc ça, c'est des machineries un peu particulières. Et ça, c'est pareil, il y a une certaine place disponible et on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi. La contrainte C1 qui est là, donc ça c'est le réseau métabolique, donc on en a déjà discuté, mais en fait on va décrire ça un peu plus finement.
Et donc ça fait partie de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que les réactions sont catalysées par des enzymes. Donc là, dans le problème FPA, il n'y avait pas d'enzymes, il y avait juste les flux. On va rajouter ça. C'est-à-dire que tu spécifies des propriétés des enzymes, Oui. par exemple? Voilà. Et la contrainte C2, c'est finalement la production des protéines, mais pas que, mais là, ce qui nous intéresse surtout, ça va être les protéines. Finalement, comment elles sont fabriquées. Donc en fait, finalement, une bactérie, on peut voir ça comme une petite usine qui se crée elle-même. Donc par contre, c'est un truc qui se crée elle-même, mais qui crée donc les protéines, sont les ressources, mais il faut qu'elle les répartisse convenablement entre sa capacité à produire d'autres protéines et sa capacité dans le réseau métabolique qui est là. Donc en sachant que le réseau métabolique fournit en fait des espèces de pièces détachées aux machineries qui les recomposent en fait. Voilà. Donc pour le coup, je vais vous décrire un peu ce que c'est que ces contraintes C1, C2. Donc le C1, c'est le métabolisme. Et donc comme je vous disais, donc ça c'est pareil. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les réactions, finalement, elles ont donc un flux, mais elles sont aussi catalysées par des enzymes. Donc les enzymes, ce sont des espèces de petites machines, donc c'est des molécules, hein, mais ce sont des petites machines qui accélèrent finalement les réactions chimiques qu'il y a dans la bactérie. Donc ça, c'est ici en haut à gauche, vous avez une représentation encore schématique du fonctionnement d'une enzyme. Donc là, en l'occurrence, cette enzyme-là, elle prend un seul substrat, elle le casse en deux pour faire deux produits différents. Enfin, ou qui peuvent être les mêmes, hein, d'ailleurs. Bon, là, c'est la présentation. En sachant que finalement, on a assez peu de données sur le fonctionnement mécanistique des enzymes. On sait ce qu'elles font, mais de façon mécanique. Donc, les petites flèches qui sont là, on ne sait pas trop ce qui se passe dedans. Voilà. Et comment elles font ça, en fait, elles abaissent ce qu'on appelle donc l'énergie d'activation de la réaction. Donc je vous explique, évidemment. Donc ici, en fait, vous avez une courbe, on va dire, en 3D temporelle, sur lequel, ici, vous avez en fait le niveau d'énergie du substrat qui est là. D'accord. Et ici, là, sur la fin, les petites flèches qui est là. Le plus proche de la flèche, donc. Ouais, et ici, là, tout en bas, vous avez donc le niveau d'énergie des produits. Et donc en fait, la réaction ne se produit que si le niveau d'énergie des produits est plus bas que le niveau d'énergie des substrats. Par contre, ça veut dire que naturellement, c'est quelque chose qui va se faire. Donc les enzymes ne font que accélérer. Elles ne produisent pas l'impossible. Pour le coup, par contre, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle une barrière énergétique. Et donc finalement, il faut quand même vaincre cette barrière énergétique-là pour que la réaction se produise, malgré tout. Et donc ce que fait une enzyme, c'est de, en fait, diminuer la barrière énergétique. Donc peut-être que de façon un peu plus concrète, on va faire ça avec un ressort. Alors par contre, j'ai besoin de mes deux mains. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Donc par exemple, imaginons que vous avez un ressort qui est un peu comprimé. D'accord. Donc si vous le laissez de façon naturelle, il va vouloir s'étendre jusqu'à un certain point. Donc ça, et là la situation dans laquelle on est avec cette enzyme-là, c'est que vous avez bien votre ressort compressé, mais que en plus, vous avez un truc qui l'empêche de s'étendre. Et donc il se peut, si vous avez un peu de chance, que naturellement ça passe de l'autre côté. Donc ça c'est vrai, c'est ce qu'on dit en fait de dire que finalement ça se fait de façon naturelle. Par contre, si vous l'aidez un petit peu, ça ira plus vite, parce que donc si vous prenez votre main et que vous le faites ça, finalement il va se faire tirer tout seul. Et en fait c'est exactement ça que fait une enzyme en fait. C'est l'idée qu'il y a derrière. Donc en fait ça veut dire que là on va vouloir décrire cette chose-là dans les RBA, donc dans la modélisation qu'on développe, enfin qui a été développée et que je suis en train de vous présenter. Donc ça c'était la contrainte C1 sur le réseau métabolique, et là je vais passer à la contrainte C2 sur la fabrication des protéines. Donc alors ici vous avez votre ADN.
Donc je sais pas si on voit avec le truc, mais bon. Mais en gros, c'est l'ADN, c'est l'espèce de brin en double hélice qui est connu. Et vous avez donc une polymérase qui est en marron, qui va dessus, et qui transforme votre ADN en ce qu'on appelle un ARN. Donc messager, ou non d'ailleurs, mais en un ARN. Au niveau informationnel, l'ARN c'est exactement pareil que l'ADN, mais seulement au niveau informationnel. Au niveau structurel, c'est pas la même chose, mais au niveau informationnel, c'est le même. Et finalement, comment une bactérie une bactérie produit finalement ses protéines, c'est à partir de cet ARN, donc de ce messager, il y a une autre machinerie qu'on appelle les ribosomes, qui va se fixer sur l'ARN et produire en fait la chaîne polypeptidique qui est représentée ici. Donc en fait, faut voir ça comme une espèce de tapis roulant dans lequel vous mettez bout à bout des espèces de perles, des colliers de perles. Et donc finalement, ça vous fait une chaîne un peu linéaire, voilà, qui est comme ça. Sauf que en fait, finalement, les protéines, vos enzymes et tout ça, c'est finalement une structure 3D. Et donc, il faut passer de cette chaîne à quelque chose qui est en type 3D. Et ça, c'est une autre machinerie qui le fait, qu'on appelle les chaperones, finalement. Donc, pour faire tout ça, vous avez quand même besoin d'énergie. Bon, voilà. Jusque-là, vraiment, rien de bien passionnant. Alors, je vais juste vous pointer du doigt que les ribosomes, donc c'est R, donc vous allez revoir tout de suite pourquoi je dis R, et que les chaperones, ça sera C. Alors, j'ai oublié de dire pour le coup, excusez-moi, que les enzymes, ce sera E. Jusque-là, voilà. Et donc, maintenant qu'on a explicité, enfin, que j'ai expliqué ce qu'on voulait mettre dans cette modélisation, comment on le fait? Donc finalement, par exemple, si on prend le cas des enzymes, donc vous avez une réaction chimique avec un certain flux. Donc un flux nu, ici. À côté de ça, vous avez aussi une certaine abondance de ces enzymes-là, donc que je vais appeler E. Et finalement, vous allez les relier par une espèce d'efficacité de votre machinerie. Donc voilà. Et puis c'est tout. Et en fait, finalement... Mais c'est super simple en fait. Ah oui, c'est super simple en fait. Tout est simple. Non, je rigole. Et pour le coup, vous faites pareil en fait finalement avec vos ribosomes et vos chaperones. C'est-à-dire qu'en fait, elle a vos ribosomes qui sont là, donc qui enfilent ce collier de perles. Finalement, elle a une certaine efficacité, elle enfile plus ou moins vite les perles. De la même façon, la chaperonne, elle folding. Alors j'ai oublié le terme en français, pardon, va folder de façon plus ou moins efficace votre collier de perles en une structure 3D. Donc c'est vraiment l'efficacité de la machinerie qui est là. Donc pour le coup, on va rajouter donc tout ça finalement aux contraintes FBA qu'on avait vues avant, et ça vous donne ça. Wouhou! Voilà. Donc en fait, finalement, c'est effectivement l'écriture est assez compliquée, mais en fait, c'est la traduction mathématique de ce que je vous ai dit tout à l'heure, finalement. Donc la contrainte C1, c'est tout ça, là, c'est les trucs en rouge. Donc c'est 4 contraintes, mais... les cyan qui est là, c'est finalement l'appareil, c'est les ribosomes et les chaperones. C'est qu'est-ce qui permet finalement de construire les protéines. Et la contrainte C3 dont je vous ai parlé en premier, c'est finalement la capacité, finalement, enfin la contrainte de densité au sein de la bactérie. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire finalement ici? C'est qu'au niveau, par exemple, si on prend cette contrainte-là, qui est la contrainte de densité au niveau du cytosol, on est en train de dire que finalement, vous n'avez pas le droit de mettre autant de ribosomes ni de chaperones que vous voulez. En fait, elle doit être inférieure à une certaine densité que vous avez imposée. Voilà. Et ici, c'est pareil, en fait, là, vous êtes en train de dire que... Donc sur la ligne l'avant-dernière ligne, c'était celle de la capacité cytosolique. Donc si on regarde maintenant celle-là, la contrainte C2-3, qui est donc la première ligne en cyan, tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est que finalement, l'efficacité de vos ribosomes fois leur nombre, en fait, doit être égale à, finalement,
le nombre d'enzymes et de ribosomes et de chaperones, puisque ce sont aussi des protéines, qu'elle a besoin de produire. Donc en fait, il doit y avoir assez de machinerie et assez efficace pour produire tout ce que la bactérie a besoin de produire. Voilà, c'est tout ce qu'on dit. Et ici, alors c'est un peu comme, finalement, c'est un petit peu comme le SNU égale 0 de tout à l'heure, sauf que maintenant, en fait, finalement, si on revient un petit peu en arrière, finalement, quand on disait SNU égale à 0, finalement, ici, il n'y avait rien. Alors maintenant, il y a quelque chose en plus. Alors attends, parce que là, Ah pardon, excuse-moi. Oui. Donc là, ici, c'est la biomasse. Hein. Oui, c'est ça. C'est sur la biomasse que c'est sur la ça agit. biomasse. Et donc en fait, c'est sur la biomasse que ça agit. Et donc on a juste rajouté les termes dans cette chose-là qui correspond à la biomasse au final. Donc c'est juste une extension de... Enfin, en tout cas, on peut le présenter comme ça. Et on n'oublie pas finalement qu'on a aussi cette contrainte de flux et d'efficacité sur les enzymes. Donc finalement, oui. Finalement, si on regarde ça, alors vous allez me croire sur parole, mais tout ça c'est linéaire. Donc c'est un problème de type LP, comme pour les FBA de tout à l'heure. Et donc finalement on sait le résoudre. C'est ça qui est important. Et pourquoi on sait le résoudre? Parce que c'est convexe. Parce que si c'est pas convexe, c'est très très dur. Déjà, en fait, un problème non convexe, au-delà de 10 variables, en gros, déjà, ça commence à être très 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 compliqué. Là, et là on parle d'un millier de variables plus. Voilà. Donc, bon, on sent pas bien, quoi, on va dire. On va dire ça comme ça. Et donc, finalement, c'est linéaire, on sait le résoudre. Et finalement, ici, finalement, vous avez juste une réécriture pour que ce soit encore plus simple à résoudre, finalement. Ce que fait les RBA pour le coup, c'est vraiment pour le coup surtout ce qui est intéressant, c'est de définir finalement ces fameux enzymes, ces fameux ribosomes et chaperones, en fait de définir, enfin en tout cas de trouver la répartition qui est optimale pour qu'une bactérie croisse le plus vite possible. Donc, mais vraiment, c'est vraiment son but dans la vie, de manger, de grossir, et voilà. Et donc c'est ce qu'on modélise. Voilà. Donc ça, c'est un résultat pour montrer de façon qualitative que ce que permet de prédire donc cette méthode RBA pour Resource Balance Analysis permet de retrouver les résultats qu'on avait vus tout au début sur la distinction entre les ribosomes et les non-ribosomes. Donc vous avez toujours en abscisse le taux de croissance et au-dessus vous avez ici donc tout ce qui est ribosomal et en bas vous avez les non-ribosomes, donc tout le reste. Et donc effectivement, on a cette tendance-là de, effectivement, plus on croît vite et plus on met de la capacité de production finalement. Là, ce qui est intéressant de montrer, c'est qu'on aurait pu prédire ça avec une régression linéaire toute moche, mais là, derrière ton modèle, il explique pourquoi ça fait ça. Pourquoi ça fait et ça. C'est vraiment différent de ce que classiquement les gens font parce qu'ils ont des points expérimentaux, ils font une régression linéaire parce que c'est... Voilà. Là, c'est une explication de pourquoi ça fait ça. Parce qu'en fait, finalement, ce qu'on se dit, c'est que... en fait, on essaie de refaire comme ferait la bactérie. Elle veut pousser le plus vite possible, elle a des ressources limitées, et en fait, finalement, ça se traduit plutôt bien en termes de problèmes d'optimisation, et finalement, on retrouve en fait ce que fait la bactérie, parce que finalement, elle n'a pas tellement le choix. En fait, elle n'a pas tant de choix que ça, parce que finalement, avec des ressources limitées, on ne peut pas tout faire, tout simplement. Et donc, finalement, si elle veut niquer ses petites copines une fois de plus, faut qu'elle fasse le mieux possible en fait, avec ce qu'elle a. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que si vous arrivez à trouver des endroits où finalement vous allez économiser des ressources, donc les ressources étant, enfin je pense que vous l'avez compris, les enzymes, les ribosomes et les chaperones. Donc si vous arrivez à trouver des endroits qui permettent de réduire ce coût de protéines là, en fait vous allez gagner le taux de croissance, puisque c'est autant de ressources que vous allez pouvoir réinvestir. Et donc, ça permet normalement de façon théorique, mais je ne vais pas en parler là, de prédire ce qu'on appelle la répression en fait de certains sous-systèmes. Mais peut-être qu'on va en parler plus tard, ça dépend si on aura du temps ou pas. Et en fait, finalement, comme je vous ai dit, on peut mettre quelque part autant de contraintes qu'on veut, mais la difficulté étant de décrire ces contraintes de façon à ce que ça soit finalement soluble. Parce que, bon,
peut aussi écrire tout ce qu'on veut, mais tant que c'est pas soluble, c'est un peu difficile à évaluer en fait la qualité du modèle au final, parce qu'on ne sait pas le résoudre tout simplement. Donc on peut ajouter d'autres processus qu'on n'a pas encore décrits dans la présentation qui est là. Par contre, effectivement, ça nécessite d'avoir d'autres paramètres, etc. Le plus intéressant de mon point de vue, c'est le fait d'ajouter de nouveaux compartiments. C'est-à-dire que c'est ça qui va nous permettre finalement de passer aux échelles supérieures et aux organismes supérieurs, puisqu'en gros, si on regarde une fois de plus l'exemple des plantes, on peut considérer que vous avez donc les cellules qui représentent les racines, les cellules qui représentent le tronc, les cellules qui représentent les feuilles, et tout ça, ce sont des compartiments séparés qu'on peut représenter par un problème que je vous ai décrit là. Par contre, il y a un truc supplémentaire, c'est que ça communique maintenant. Donc il y a quand même quelque chose en plus à rajouter. Et donc, pour le coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est... ah oui, pardon, j'ai oublié légèrement qu'il y a quand même dans tout ça beaucoup de paramètres, hein, et que il faut tous les avoir si vous voulez faire quelque chose. Et que donc, il y en a quand même pas mal qui viennent de la notation en bioinformatique, il y en a pas mal qui viennent de la littérature, et il y a quand même d'autres qu'il va falloir estimer. Et donc là, en l'occurrence, il y en a plus de 700 à estimer. Donc c'est 700 à estimer que tu vas devoir chercher dans tes ressources soit des données de bioinfo et des annotations, soit de la littérature, soit des data expérimentales. Alors non, justement, puisqu'en fait, toute la partie annotation et bioinformatique, on l'a déjà utilisée pour trouver donc, tout ce qui est en vert. La littérature, ça a déjà été utilisé pour trouver donc, tout ce qui est en violet. Et donc tout le reste, quelque part, c'est des choses qu'on ne sait pas et qu'on va devoir estimer via des données expérimentales, en fait, à partir de données expérimentales. Voilà. Et donc c'est ce qui a été fait dans un projet européen qui s'appelle BassinTech, et donc qui a été fait au labo. Donc là, ce que je vous présente, en fait, ce qui est important de retenir finalement, c'est les deux lignes jaunes qui sont des données spécifiques qu'on ne fait pas habituellement, enfin qu'on ne faisait pas habituellement avant, nécessaires en fait à la validation du modèle RBA. Donc c'est des choses spécifiques à ça. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est finalement les conditions dans lesquelles ça a été fait. Donc en fait, ces mesures biologiques qui ont été faites, elles ont été faites sur 5 milieux différents. Donc là, c'est classé dans l'ordre de taux de croissance. Et vous avez un camembert là qui représente en fait la répartition des ressources dans certains, on va dire, grosses fonctionnalités de la bactérie. Et en dessous, vous avez une représentation schématique du carbone central, du métabolisme du carbone central, où vous voyez vous rappelez le petit cercle en bas, qui est donc le TCA. Et donc ce sont les flèches qui sont là, ça représente les flux. Et plus la flèche est grosse, et plus les flux est important. Et donc ce qu'on voit quand même, par exemple, si on regarde ne serait-ce que le premier par rapport au dernier, on voit là sur le camembert que finalement, cette partie en marron, c'est la partie ribosomale. Donc en fait, on voit que là, il n'y a que 13% qui est dans la partie ribosomale, et en fait, quand un produit elle croît très vite, finalement, elle en est à 25% de ses ressources investies là-dedans. Et on voit aussi, finalement, les réseaux métaboliques, en fait, c'est pas, enfin, le réseau métabolique c'est le même, mais qu'elle n'utilise pas du tout les mêmes réactions. Ouais, quelque part, elle n'a pas les mêmes ressources en entrée, donc voilà, c'est ça. Elle n'a pas les mêmes ressources, donc elle les a réparties différemment. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement, quand vous regardez le taux de croissance le plus élevé, finalement ici, vous avez une très très grosse flèche. Qui dit grosse flèche de flux dit beaucoup d'investissement dans les enzymes associées aussi. Parce qu'en fait, elle a besoin des enzymes pour faire ça. Alors que finalement, quand vous êtes en très bas taux de croissance, elle n'a pas du tout investi dans ce flux-là, donc dans ces enzymes-là finalement. Voilà. J'ai encore combien de temps? 20 minutes. D'accord. Donc pour le coup, sur ces 5 milieux-là, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on en prend plusieurs pour justement faire l'estimation des paramètres. Donc là ici 4.
Et on a gardé donc le dernier qui est là pour faire la partie validation du modèle. Donc en fait, si je comprends bien, et pour résumer, tu prends les quatre expériences, tu essaies d'identifier en fait tes différents paramètres qui te manquent, et tu vas voir si ces paramètres-là identifiés, ils sont bien, ils sont justes, ils prédisent bien celui-là sur lequel tu n'as pas touché. C'est ça. Et donc là, pour le coup, j'ai supposé que la partie estimation a bien été faite. Hein. Et donc je vais passer directement au résultat. Alors je veux juste signaler quand même que l'estimation en tant que telle, je dis ça comme ça, mais c'est pas facile en fait. Sur plusieurs centaines de paramètres, voilà. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant, mais bon là je pense que c'est pas forcément le point important. Donc là vous avez des prédictions sur les conditions expérimentales. Donc en sachant que ici, ce que vous avez par exemple ici en haut à gauche, c'est donc toujours le taux de croissance, c'est ici le taux de croissance prédit, et là le taux de croissance mesuré en ordonnée. Et donc finalement, plus vous êtes proche de la droite qui est là, et meilleur c'est. Et donc là vous avez 5 points parce que vous avez 5 points des milieux, et donc finalement là vous avez les points en bleu qui sont ceux qui ont été utilisés pour la partie estimation, et en rouge vous avez celui qui est finalement le milieu qui a été utilisé pour la partie validation. Et donc ce que vous voyez là, c'est que finalement ça prédit plutôt pas mal, très très proche de la courbe. Donc ici vous avez les flux prédits en abscisse et les flux mesurés en ordonnée, toujours de la même façon, plus c'est proche de la droite, mieux c'est. Donc on voit que c'est pas trop mal, alors sauf éventuellement peut-être ici au niveau des faibles flux. Donc ici c'est pareil, hein, là vous avez la même courbe mais pour le coût des enzymes finalement, d'une part prédit et d'une part mesuré, et finalement c'est pas mal, donc sauf quelques points. Et pareil, sauf effectivement ici, là, vers les coûts très faibles. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, il y a une différence entre les deux et qu'on peut utiliser finalement pour cibler en fait des choses qui a priori seraient inutiles dans la bactérie, mais qui sont quand même présentes, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, ça a été utilisé pour faire un mutant de Bacillus subtilis, puisqu'on travaille sur Bacillus subtilis, dans lesquels en fait on a enlevé tous ces trucs-là, qui a priori, nous on prédit que ça sert à rien. Donc on les enlève et on regarde, et cette nouvelle souche qui a été mutée, on la remet dans les conditions de l'expérience et on regarde ce que ça donne. Et donc pour le coup là, en bleu, ce que vous voyez c'est, sur la première figure, c'est le taux de croissance en abscisse toujours. Et là en ordonnée, c'est une répartition en fait. Je crois que c'est une répartition. Et donc pour le coup en bleu, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle le wild type, c'est la souche de base. Et en rouge, c'est le mutant qui a été créé en donc supprimant a priori ce que la méthode prédit ne servir à rien. Et donc on s'aperçoit qu'effectivement, quand on mesure ces taux de croissance-là, finalement, ils sont meilleurs, parce qu'en fait, en réalité, dans les conditions où elle est, ça lui sert à rien. Oui, ce sont des choses qui devraient être utiles si, pour l'adaptation de la bactérie à de changements de milieu, voilà, c'est ça, par exemple. Voilà, donc là, je vais vous passer tout ça parce que c'est la partie validation. Donc il y a quand même, bon, sacré tripoté finalement. Et finalement, là, je vais passer sur la conclusion et parler de ce qu'on peut faire avec ça. Donc notamment l'affaire de la bio-ingénierie, et finalement c'est ce qu'on a déjà un peu présenté là. On peut essayer d'annoter tout ça de façon automatique pour construire d'autres modèles, parce que ça, ce qui a été fait, c'est sur Bacillus subtilis, mais finalement, il y a plein d'autres bactéries. On peut aussi étendre effectivement ça à des êtres supérieurs. On peut aussi faire des trucs de type plutôt dynamique, parce que là, on est dans la condition de régime permanent, c'est ce que je vous disais au début. Donc, on peut essayer de faire des choses plutôt dynamiques, plutôt aussi stochastiques, parce que là, tout ce que je vous ai dit, finalement, il n'y a pas d'aléatoire, alors qu'on sait que finalement dans les bactéries il y a beaucoup de choses aléatoires. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites à partir de ça. Voilà, et donc je remercie les gens qui ont travaillé dessus, donc spécialement Anne Golzer, puisque c'est elle qui m'a donné la présentation que j'ai un peu modifiée. Et c'est elle qui a fait finalement beaucoup de travail sur cette chose, sur les RBA. Voilà, merci.
Alors, une petite question. Oui. Attends, je réouvre mon truc. Au niveau des applications, Oui. quel serait le type d'application qu'on pourrait envisager? Est-ce que par exemple sur des bactéries modifiées qui permettraient de produire plus ou moins telle molécule? Enfin, c'est intéressant. Oui, oui, bah, de toute façon, oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Après, il y a d'autres problèmes, hein. Enfin, c'est pas, il n'y a pas que ça, parce que quand on modifie une bactérie, donc modifie son ADN, et parfois on ne sait pas trop comment ça se comporte, parce que de la même façon que pour les enzymes qui sont une structure 3D, l'ADN c'est aussi une structure 3D. Et donc en fait, son comportement dépend vraiment de la façon dont elle se tortille, quoi, un peu. Et en fait, quand on modifie quelque chose, finalement, pour l'instant, on n'est pas capable de prédire tout à fait comment ça se comporte. Par contre, ce qu'on est capable de dire, c'est que si, en modifiant ça on va dire, change pas trop le comportement de l'ADN, alors ça devrait faire ça. C'est ça qu'on est capable de dire. Donc effectivement, on peut cibler certains gènes qui pourraient être enlevés et pour produire plus, je sais pas moi, si on prend les levures, plus d'alcool, quoi. D'accord. Justement, du coup, tu parles de levure, c'est intéressant. Le passage, par exemple, prokaryote-eucaryote par les levures, vous l'envisagez Alors en fait, oui, c'est quelque chose qu'on est en train de faire au laboratoire, enfin dans l'équipe, et on est en train justement de modéliser en fait la plante. Donc on aimerait bien aussi faire l'animal, mais bon, après, un problème de financement. Mais oui, c'est quelque chose qui se fait, qui est en train de se faire en fait au final. Et ça existe déjà sur la levure, par exemple, ou... Alors non, on n'a pas fait ça sur la levure, mais après oui, si on sait faire sur la plante, on imagine qu'on sait faire sur la levure. Alors du coup, tout à l'heure, tu parlais de la lactation aussi. Oui. Oui. Et du coup, au niveau des processus, c'est quand même pas la même chose chez la bactérie que chez des mammifères, quoi. Oui. Et du coup, en gros, ça se passe comment? Enfin, qu'est-ce que les problèmes rencontrés et tout ça. Enfin, Alors en fait, les problèmes rencontrés quand on passe à l'organisme supérieur sont essentiellement des problèmes de stratégie en fait de la bête. Donc si on regarde une vache, finalement la vache, au niveau industriel, on l'a poussée pour qu'elle finalement produise le plus de lait possible, si on parle de ça. Mais biologiquement, elle n'a pas été faite pour ça. Et au final, ce qu'on sait depuis un certain temps, c'est que le fait d'avoir sélectionné toutes ces vaches-là pour produire du lait, en fait, nuit fortement en fait, à sa capacité de reproduction. Et donc finalement, elle a quand même une stratégie à la base qui est finalement de répartir ses ressources au fil du temps. Donc au début, quand elle est dans un stade très jeune, finalement, elle va faire beaucoup de biomasse, elle va grossir quoi. Et à partir d'un moment, elle va mettre beaucoup de ressources dans la fécondation. Après la fécondation, beaucoup dans la lactation pour nourrir le petit et refaire un processus comme ça. Et en fait, c'est ça qui est au final compliqué. C'est finalement effectivement cette stratégie-là qu'on ne connaît pas forcément si bien que ça. Parce qu'au final, quand on regarde le foie, enfin qu'importe n'importe quel organe, on peut voir ça de façon, comme dirait quelqu'un que je connais, vu de loin par temps de brouillard. C'est une espèce de grosse cellule qui a une fonction, le foie, voilà. ok. Une question plutôt sur le mode, enfin pas tout à fait le modèle, mais plutôt sur la partie métabolisme, etc. Oui. On a vu, enfin de ce coup tu nous as présenté donc le réseau métabolique. Tu disais qu'il y avait, en gros, tu prenais en compte les fonctions des enzymes, etc. Quel type d'hypothèse vous avez dû faire pour pouvoir représenter ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des choses simplificatrices que vous avez fait et puis alors là, il y a en fait, effectivement, il y a beaucoup de choses simplificatrices. Alors effectivement, j'ai aussi oublié de le dire. Mais la première chose simplificatrice qui est importante de noter, c'est qu'on suppose que le milieu qui est à l'intérieur de la bactérie est totalement homogène. C'est pas forcément le cas, puisque là, pour le coup, on est capable de donner une concentration à l'intérieur
du cytoplasme. Alors sur la partie purement enzymatique, en fait, on fait une hypothèse, quelques hypothèses, notamment par exemple d'irréversibilité de la réaction. D'accord ? Donc normalement, ce que je vous ai dit tout à l'heure là sur les niveaux d'énergie, en fait ces niveaux-là d'énergie dépendent du composé chimique lui-même, effectivement, mais aussi de leur abondance au moment où vous faites ça. Et finalement, là, la courbe que vous voyez là, finalement, elle pourrait être dans l'autre sens si vous aviez beaucoup plus de substrat que de produits. Et donc finalement, la réaction irait dans l'autre sens, naturellement en tout cas. Pour le coup, l'hypothèse qu'on fait, c'est que dans certaines réactions, on sait dans quel sens elles vont se faire. Et donc ça, c'est l'hypothèse donc d'irréversibilité, et qui dit que finalement, dans les conditions normales de la bactérie, la réaction se produit dans ce sens-là. Et donc on fait une certaine hypothèse sur effectivement la concentration entre le produit et les substrats. L'autre hypothèse qu'on fait, l'autre simplification qu'on fait, c'est effectivement, par exemple, l'efficacité des enzymes en fait dépend fortement aussi justement des concentrations des substrats et des produits. Là, on a dit que c'était une constante, donc on ne prend pas en compte non plus ces effets-là. Après, on ne prend pas en compte. Essentiellement, c'est ça qu'on ne prend pas en compte essentiellement. Une autre question plutôt sur l'aspect à quel moment en fait de la bactérie ce modèle y répond bien. Est-ce que du coup c'est pendant la phase exponentielle? Oui. Est-ce que c'est le dédoublement? Est-ce que c'est alors là, c'est une modélisation populationnelle. Donc en fait, quelque part, on ne s'occupe pas de la partie division cellulaire, puisqu'en fait, on regarde le volume, quelque part, total de la population de bactéries. Donc effectivement, cette division-là est un peu noyée dans tout ça. Là, ce que je vous ai présenté et ce qui a été développé, c'est effectivement pour la partie phase exponentielle. Rien n'empêche de l'adapter à d'autres phases, qui est la phase végétative, etc. De toute façon, la plupart des cellules dans les plantes, chez les eucaryotes en tout cas, en fait, sont souvent en phase végétative en réalité. On sent bien que si notre corps tout d'un coup se met à se diviser et à faire comme les bactéries, je pense qu'il y a un problème. Et puis ça demande beaucoup plus de ressources d'un coup aussi. Oui. Donc voilà. Donc effectivement, là, la présentation qui a été faite, c'est pour la phase exponentielle. Mais une fois de plus, rien n'empêche d'adapter effectivement les contraintes et l'objectif. Et après, donc moi j'ai juste une petite question, une dernière question de curiosité. Là, comment tu vois la prochaine étape, en fait, entre guillemets, à court terme, immédiate sur ce sujet-là? Outre la plante qui a l'air d'être pas... En fait, disons loin. que j'ai déjà travaillé sur deux extensions qui sont la partie stochastique et la partie thermodynamique. En fait, la partie thermodynamique, c'est ce que... en fait, quand on dit thermodynamique, pour moi, c'est un abus de langage. Mais en gros, ce qu'on voudrait introduire quand on fait ça, c'est justement les concentrations de ce qu'il y a dans la bactérie. Donc, pour l'instant, ce qu'on a comme concentration, c'est les concentrations des enzymes, des ribosomes et tout ça. Par contre, on n'a pas la concentration des composés chimiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est une concentration stable dans le temps ou... Alors, en phase exponentielle, elle est stable, oui. Ouais. Par contre, dans la vraie vie, elle ne l'est pas, parce qu'une fois que vous avez commencé à pomper des ressources à l'extérieur, elle diminue. Quoi. Donc normalement, voilà. Donc ça, c'est un truc sur lequel j'ai déjà travaillé, sauf que j'ai démontré que c'était pas convexe. Ah oui, donc du coup, c'est un peu problématique. C'est plus complexe. C'est beaucoup plus compliqué, en fait. Mais bon, sur des réseaux simples, on peut le faire. Mais dès qu'on va attaquer des réseaux de type genome scale, donc sur tout le génome de la bactérie, on va plus savoir forcément faire grand chose. Par contre, j'ai aussi travaillé sur les aspects stochastiques, le fait que finalement on ne produit pas forcément la quantité d'enzymes qu'on veut, mais les produits de façon stochastique, c'est-à-dire qu'on cible une certaine quantité d'enzymes, mais finalement c'est peut-être moins ou plus. Pour le coup, ça veut dire que ça modifie un petit peu en réalité la cible. C'est-à-dire que finalement, si vous avez ne serait-ce qu'une seule réaction, c'est-à-dire une seule enzyme qui n'est pas assez abondante, finalement, elle bloque tout le reste. Et donc pour le coup, en fait, il faut que la bactérie aussi s'adapte à ça.
Et donc ça, c'est un truc sur lequel j'ai travaillé. Donc, Sur je une- sais que ça marche. J'ai pas encore fait de façon propre les choses. Je sais qu'on sait la résoudre, quoi, en tout cas. D'accord. D'accord, super. Bah, merci beaucoup, Marc. Merci. Vous. Et du coup, on va laisser la place à l'association Annigator pour une présentation et visite des maquettes du Faucon Millennium de Lego et d'Altaïa. Altaïa, donc, qui est la maquette reçue par correspondance. Donc une maquette reçue par correspondance me sous-le-ton dans l'oreillette. Je crois qu'il truc qui fait un bon mètre. un truc gigantesque. Alors on passe de l'échelle de la bactérie à un truc 1 mètre. Voilà. En bon plastique.